Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du placement préféré des Français, à savoir l'assurance vie. On va parler à la fois des fonds en euros, mais également des unités de compte. Pour vous donner une idée du poids des assurances vie en France, ça représente plus de 30% de tous les placements financiers qui sont faits par les Français. Mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas réellement comment fonctionnent ces contrats, qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur comme actif et quels sont surtout les risques liés à ces contrats. À mon avis, il y en a beaucoup, notamment sur les fonds en euros en ce moment. Donc surtout, si vous avez une grosse partie de votre patrimoine qui est investi sur des contrats d'assurance vie, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, on y va, c'est parti. L'assurance vie, c'est un produit d'épargne à long terme. Globalement, ça correspond à une enveloppe fiscale à l'intérieur de laquelle vous pouvez mettre un certain nombre d'actifs. Il y a deux compartiments à l'intérieur de cette enveloppe, ce qu'on appelle le fonds en euros et ce qu'on appelle les unités de compte. Alors, on va regarder les deux en détail. Donc, d'abord, pour ce qui est des fonds en euros. Donc là, c'est un outil d'investissement qui est à capital garanti. La garantie est apportée par la société d'assurance via laquelle vous passez pour ouvrir ce contrat d'assurance vie. Deuxièmement, en termes d'actifs, dans les fonds en euros, là, on est principalement sur des obligations avec une maturité plutôt assez élevée, autour de 10 ans. Ça peut être des obligations d'entreprise ou des obligations souveraines. Et il y a aussi d'autres types d'actifs. Ces dernières années, les assureurs ont dû diversifier un petit peu les actifs dans lesquels ils investissent. Ils ont pris aussi des actions et de l'immobilier pour améliorer un petit peu les rendements. Donc ça, c'était pour les fonds en euros. Ensuite, pour les unités de compte, là, on n'a pas de garantie en capital. En revanche, au niveau des actifs, il y a une plus grande diversité qui est possible. Ça dépend toujours de l'assureur, parce que l'assureur doit valider les fonds et les types d'actifs qui sont accessibles. Mais au final, vous pouvez quand même normalement avoir un investissement un petit peu plus dynamique avec un petit peu plus d'espérance de rentabilité quand vous êtes sur des unités de compte. Ensuite, au niveau de la liquidité, donc là c'est la même chose pour les deux supports. Donc effectivement, vous avez la capacité de vendre vos parts à n'importe quel moment, donc c'est véritablement liquide. Il y a une exception, c'est quand on est dans le cas exceptionnel de l'application de la loi Sapin 2 qui bloque les retraits. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, il y a dans les deux cas des avantages fiscaux. Alors l'avantage fiscal le plus important, qui est le plus intéressant à mon avis, c'est un avantage fiscal qui est lié à la transmission en cas de décès à vos héritiers. Donc là, c'est vrai que notamment si vous avez plusieurs héritiers, les économies d'impôts peuvent être assez élevées, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça peut sans doute être intéressant dans ce cas-là. Dans les deux cas, à la fois pour les fonds en euros et pour les unités de compte, il faut bien comprendre que les assureurs sont soumis à de fortes contraintes réglementaires qui parfois les empêchent d'investir dans certains types d'actifs ou bien les obligent à investir, par exemple, dans des obligations souveraines de la zone euro. Et donc, par exemple, une des conséquences de ces réglementations, c'est que sur ce type de placement, vous allez être quand même fortement surpondéré sur la monnaie euro. Notamment pour la partie obligataire, vous allez avoir une grande partie, dans les fonds en euros notamment, qui va être uniquement investie en euros. Et ça, c'est vrai que ça peut être gênant en termes de diversification de votre patrimoine. J'en ai parlé dans une autre vidéo justement qui se focalisait sur l'euro. Je vais mettre la petite fiche en haut de l'écran. Et donc vous verrez à la fin de cette vidéo, j'explique pourquoi il est quand même important quand vous réfléchissez à l'investissement de votre patrimoine d'avoir également une bonne diversification en termes de devises. Quel est le contexte sur les marchés obligataires? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en septembre 2022 et on a eu au cours de la dernière année des variations vraiment très fortes sur les obligations, sur le marché. Donc là, on va prendre un exemple, celui des obligations souveraines françaises à 10 ans. Ce que vous pouvez voir ici sur le graphique, c'est l'évolution du rendement de ces obligations. Donc ce qu'on voit, on commence ici dans les années 90, donc on était autour de 8%. Et on a eu une diminution, une baisse progressive de ce rendement jusqu'à peu près dans l'année 2020, 2021.
et où on a même touché zéro, voire on est passé un petit peu en dessous de zéro hein, pendant quelques mois. Et c'est vrai que là, depuis un an à peu près, on a une hausse très forte de ce rendement des obligations françaises. Donc ce qu'il faut bien comprendre, si vous ne le savez pas, c'est que les obligations, la valeur d'une obligation varie en sens inverse de son rendement. Donc si l'obligation est moins chère, vous pouvez l'acheter moins cher et donc elle est toujours remboursée hein, au même prix à la fin. Donc ça veut dire qu'au final, vous allez avoir un rendement supérieur. Donc c'est ce qu'on va observer sur ce deuxième exemple que je vais vous donner. Donc là, j'ai pris un exemple de fonds d'investissement qui est investi dans des obligations souveraines de la zone euro. Donc c'est un fonds de la société BlackRock, c'est une très grosse société de gestion. Euh, et donc ici, vous voyez qu'on a des obligations souveraines, notamment françaises, mais aussi italiennes, allemandes. Il y a uniquement ce type d'actifs à l'intérieur. Et la maturité moyenne, c'est-à-dire la durée jusqu'à l'échéance, en moyenne est d'un peu plus de 9 ans. Donc ça veut dire qu'on est sur des actifs qui sont très proches des actifs qu'on peut trouver dans les fonds en euros. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ce fonds. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le graphique d'évolution. Je vous l'ai affiché ici, il est sur un an. Donc, vous voyez ici que sur un an, on est sur une variation de moins 15% sur ce fonds. Donc, on a vraiment eu, là, au cours hein, de la dernière année, des baisses extrêmement fortes sur ce compartiment obligataire, notamment les obligations souveraines. Et ça va avoir un impact sur vos contrats d'assurance vie. Quels sont les chiffres clés de l'assurance vie? Donc l'assurance vie en termes d'encours, elle représente à peu près 1800 milliards d'euros. Donc là, si vous comparez, c'est ce que je disais tout à l'heure, aux placements financiers des Français, tous les placements financiers représentent un petit peu moins aujourd'hui de 6000 milliards d'euros. Et donc l'assurance vie pèse environ 30% de ces placements financiers. Donc c'est vraiment le placement le plus important au sein de l'épargne financière des Français. Vous avez les deux principales lignes ici, donc les assurances vie fonds en euros, ainsi que les unités de compte en dessous ici. Donc simplement là, il faut retirer l'épargne retraite hein, dans ce tableau. Si on regarde maintenant l'évolution de la collecte brute. Donc là, ce qui est impressionnant, c'est que eh bien, les assurances vie de façon globale, si on regarde la collecte brute, simplement les cotisations, les versements, elle est toujours en croissance. Là, on est à des niveaux records en 2021 ici. Voilà, c'est des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis très longtemps. Et ensuite, par contre, si on regarde au niveau de la répartition entre les unités de compte et les fonds en euros, là, il y a quand même un basculement. Donc ici, on regarde les collectes nettes, donc c'est-à-dire les versements moins les rachats. En jaune, on est sur les unités de compte et en bleu, on est sur les fonds en euros. Et donc là, vous voyez très clairement depuis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, et ça continue, j'ai vérifié en 2022, ça continue toujours sur la même tendance. On a très clairement donc une collecte nette positive, très positive sur les unités de compte, alors que eh bien, on est en négatif hein, sur les fonds en euros. Alors ça a été très négatif pendant les premiers mois de la pandémie en 2020, mais ça continue encore aujourd'hui. Voilà, il y a semble-t-il un basculement hein, des fonds en euros vers les unités de compte. Et d'ailleurs, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on peut voir ici la répartition au niveau donc là c'est des cotisations, donc des versements. Vous voyez que on était seulement il y a une dizaine d'années à environ 13% des versements qui étaient faits sur des unités de compte, et maintenant on est monté à 44%. Donc on est vraiment, vraiment beaucoup monté au cours des 10 dernières années. Au final, en termes d'encours, l'assurance vie se répartit à 70% sur des fonds en euros, mais cette part est en train de baisser. Et de l'autre côté, on a à peu près 30% qui est investi en unités de compte. C'est cette partie-là qui croît beaucoup en ce moment. Un dernier chiffre pour que vous vous rendiez bien compte de l'importance de cette industrie en France. Aujourd'hui, l'encours des fonds en euros représente 1300 milliards d'euros. Et bien ça représente 52% du PIB français.
On va regarder maintenant la composition des fonds en euros. Qu'est-ce qu'il y a véritablement comme actif à l'intérieur de ces fonds? Donc là, j'ai trouvé une analyse. Alors, c'est pour l'année 2020. On est d'abord sur des fonds en euros classiques. C'est la plupart, hein, la plus grande partie des fonds en euros. Donc vous voyez que la décomposition ici, la décomposition globale, donc en fait on a presque 80% qui est dans des obligations, investi dans des obligations, que ce soit des obligations souveraines ou des obligations d'entreprise. Ensuite 9% environ d'actions, environ 6,7% d'immobilier, et puis ensuite un petit peu de monétaire, gestion alternative et d'autres choses. Mais vous voyez quand même 80%, c'est la plus grosse partie, hein. Alors là, l'information qui manque, mais c'est ce que j'ai pu trouver par ailleurs, c'est la maturité, c'est-à-dire combien de temps sur les obligations qui sont détenues, combien de temps il reste jusqu'à l'échéance du contrat, c'est-à-dire la date de remboursement. Et donc, d'après les chiffres que j'ai trouvés, c'est environ 10-12 ans, donc en moyenne sur les assurances vie, donc on est quand même sur des durées très longues. Ensuite, si vous regardez la décomposition de cette poche obligataire, donc les 80% là, les 79% ici, donc c'est principalement des intérêts fixes qui sont versés. Et donc on a une répartition à 59%, ce sont des obligations d'entreprise et donc seulement 41% des obligations d'État émises par des États, principalement des États de la zone euro. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les fonds en euros dynamiques. Donc là, on est toujours sur l'année 2020. Donc il y a des fonds en euros dynamiques qui ont été créés. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu une baisse des rendements sur les fonds en euros. Et donc les assureurs ont cherché à proposer d'autres outils d'investissement pour les particuliers. Et donc là, globalement, vous voyez, ce qui est fait, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que la part obligataire diminue, là à environ 64%, et tout le reste augmente, hein. Donc il y a un petit peu plus d'actions, un petit peu plus d'immobilier, un petit peu plus de monétaire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la poche obligataire, là aussi, ils ont augmenté le pourcentage d'obligations d'entreprise sur lesquelles d'habitude il y a plus de rendement, hein, que sur les obligations souveraines. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent au final à proposer un produit un petit peu plus dynamique. Donc sur la base de ces informations, il faut maintenant identifier la partie qui est à risque, la partie qui ne correspond pas à un actif de qualité. Et donc c'est bien évidemment cette partie-là, la partie de dette souveraine, hein, donc, qui correspond à 41% des obligations, donc qui représente, elle, 79%. Donc au final, c'est 32% de l'intégralité des fonds en euros, peut-être un petit peu moins parce qu'il y a des fonds dynamiques. Donc au final, on arrive à une valeur de ces obligations souveraines qui sont dans ces fonds en euros d'environ 400 milliards d'euros. Donc le risque pour moi est véritablement là puisque eh bien, ce sont des obligations émises par des États qui sont pas très bien gérés. Certains disent qu'ils sont déjà en faillite. En tout cas, ce sont des obligations qui ne seront jamais remboursées. Et moi, je considère que c'est pas un actif qu'on doit avoir dans le cadre d'une gestion à long terme de son patrimoine. Voici la performance historique des fonds en euros. Donc là, je l'ai affiché sur une durée de plus de 20 ans, depuis l'année 2000. Donc vous voyez qu'on a vraiment une diminution continue de de ce rendement moyen, hein, des fonds en euros. Donc on est parti à un peu plus de 5% en 2000, l'année 2000. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 1,3%. Donc là, alors on n'a pas encore les chiffres, hein, pour l'année 2022. Ce dernier chiffre ici, 1,3, c'est une estimation. Donc on ne sait pas exactement quelle tendance ça va prendre, mais disons il est tout à fait possible que ça continue à baisser encore un petit peu. Alors pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis l'année à peu près 2015, on avait des taux sur les obligations longues à 10 ans, par exemple en France, qui étaient quasiment à zéro, enfin elles étaient inférieures à 1%. Donc ça veut dire que depuis à peu près 6-7 ans, tous ces fonds en euros ont acheté des obligations longues qui ne rapportent rien ou quasiment rien, et ils vont les garder pour chacune des années environ 10 ans au moins. Donc il y a une inertie en réalité très forte qui empêche
les fonds en euros de se repositionner sur sur des obligations qui auraient un meilleur rendement, puisqu'en ce moment, les taux sont en train de remonter. Et ça, ils ne peuvent pas arriver à le faire très vite. Ils ont simplement environ un dixième de liquidités qui deviennent disponibles sur ces obligations et qu'ils peuvent replacer chaque année. Mais ça, ça va pas les aider vraisemblablement à augmenter leur rentabilité. En plus, on a vu un peu plus tôt dans la vidéo que la valeur des obligations baisse fortement, donc il risque d'y avoir une baisse un peu dans les ratios de solvabilité chez ces assureurs. Voilà, on peut tout à fait s'attendre à une baisse encore de ces rendements. Il faudra surveiller les prochaines annonces. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il risque d'y avoir des phénomènes de vente un peu importantes de ces fonds en euros. Si par exemple on commence à avoir des rendements qui sont meilleurs sur des simples fonds monétaires, si on peut avoir 1,5 ou 2% sur des fonds monétaires, alors qu'on passe par exemple à inférieur à 1% sur des fonds en euros, là on risque d'avoir des demandes de rachat qui explosent sur cet actif. Le risque d'augmentation massive des demandes de rachat sur les fonds en euros, c'est véritablement le point crucial, le risque principal sur les assurances vie. Donc les autorités françaises l'ont identifié, ce risque, hein. Ici, c'est l'ACPR qui parle de risque de liquidité sur les contrats d'assurance vie dans un contexte de remontée des taux. On a vu tout à l'heure que parallèlement à la remontée des taux, on a eu une baisse très forte de 15% sur un an environ des obligations. Donc ça, c'est vraiment le risque principal. Alors ça, on verra ce qui se passe. Je pense que ça dépendra beaucoup des résultats sur l'année 2022, parce qu'on a vu que la performance du compartiment obligataire est vraiment, pour l'instant, depuis le début de l'année, très très mauvaise sur l'année 2022. Ici, par exemple, ce qui est indiqué, c'est qu'il y a certains assureurs qui ont modifié leurs conditions générales dans les contrats d'assurance vie. Et donc désormais, le capital n'est plus garanti net de frais, mais brut de frais, ce qui fait que si votre rendement n'est pas supérieur aux frais de gestion, à ce moment-là, vous pouvez avoir un rendement négatif sur l'épargne, sur le fonds en euros. Donc on peut avoir la courbe qu'on voyait tout à l'heure, ici, là, eh bien, elle pourrait passer en négatif. Et donc ça, c'est vrai que c'est typiquement des signaux qui pourraient après déclencher des débuts un peu de panique et de volume de rachat très, très important. Si on arrive dans une situation où il y a une augmentation très forte des demandes de rachat sur les fonds en euros, eh bien là, dans cette situation, on a effectivement un risque de faillite des assureurs qui proposent les contrats d'assurance vie. Alors pour bien comprendre ce phénomène, d'abord, il faut comprendre la mécanique. Quand vous investissez dans une assurance vie, il faut bien comprendre comment, après avoir investi, vous n'êtes pas vous-même propriétaire des actifs, par exemple des actions ou des obligations qui sont achetées, c'est la société d'assurance. Vous versez l'argent à la société d'assurance et ensuite elle achète des titres qu'elle détient en votre nom. Mais votre lien avec la société d'assurance, c'est simplement un contrat dans lequel la société s'engage à vous rendre votre argent sous certaines conditions, avec une garantie en capital pour le fonds en euros. Et donc, ce qui se passe quand effectivement il y a des augmentations très fortes de demandes de rachat, eh bien, la société d'assurance peut avoir du mal à respecter cet engagement de garantie en capital si elle a de très gros volumes à vendre, puisque dans ces situations-là, le prix des actifs sous-jacents qu'elle détient baisse fortement, puisqu'elle a besoin d'en vendre beaucoup. Et donc, dans ce genre de situation, elle n'arrive pas à respecter son engagement. Et là, il peut y avoir un risque de faillite de l'assureur. Donc, bien évidemment, c'est un risque on estime que ce risque est faible. Néanmoins, en termes de mécanique, c'est bien un risque qui existe. Et il n'est pas seulement sur les détenteurs de contrats de fonds en euros, mais il pèse également indirectement sur les détenteurs de contrats en unité de compte. Puisque souvent, un même assureur propose les deux contrats au sein de... Vous avez besoin de signer qu'un seul contrat avec l'assureur et à l'intérieur de ce contrat,
il y a à la fois des fonds en euros et des unités de compte. Mais si jamais il y a une procédure de faillite, eh bien tout rentre dans le pot commun et donc vos unités de compte peuvent aussi être affectées par cette problématique qui initialement viendra des fonds en euros. Face à ce risque réel de faillite des assureurs, l'État a mis en place deux dispositifs pour protéger les épargnants. Donc, le premier, c'est un fonds de garantie qui s'appelle le Fonds de garantie des assurances de personnes. Alors, vous voyez ici le rapport du commissaire aux comptes. Je suis allé le télécharger. Le dernier qui était disponible, c'était celui à fin 2020. Et donc dans ce rapport, si vous allez un peu à la page numéro 8, donc ici, vous pouvez consulter le bilan de ce fonds. Et donc vous allez voir que la totalité des actifs de ce fonds représente 500 millions d'euros. Donc c'est quand même pas grand-chose. Donc le principe normalement, c'est que ce fonds puisse indemniser jusqu'à 70 000 euros par personne et par compagnie d'assurance en cas de faillite. Là, le problème, c'est que on a vu que les actifs à risque, qui sont les obligations souveraines, pèsent à peu près 400 milliards d'euros. Donc on a un fonds là, de garantie qui couvre à peu près un millième des actifs à risque de ces fonds en euros. Donc c'est vraiment une poussière, hein. Alors la deuxième chose qui a été mise en place par l'État, c'est une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 et donc qui peut notamment être utilisée dans le cas de procédures de faillite d'assureurs. Donc là, le principe, c'est d'arriver à bloquer en fait en cas de crise financière majeure les rachats. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus récupérer votre argent s'il y a une crise financière majeure qui se déclenche et si effectivement la loi Sapin 2 est activée. Donc dans ce cas-là, il bloque les rachats si jamais il y a une procédure de faillite. Normalement, ça peut durer 3 mois maximum, c'est ce qui est marqué, mais c'est 3 mois maximum renouvelables. Soyons clairs, s'il y a vraiment un problème, c'est une mesure qui sera renouvelée plus longtemps jusqu'à ce que l'État trouve une solution. Euh, Moi, personnellement, mon avis, c'est que compte tenu de la taille en fait, de cette épargne, de l'importance, de son importance dans les placements financiers des Français, je pense que très certainement, ce qui se passera, si jamais il y a ce type de problème, c'est que ils utiliseront sans doute cette loi pour bloquer, pour se donner un peu de temps. Mais ensuite, ils imprimeront hein, de l'argent, c'est-à-dire qu'ils créeront gratuitement de l'argent magique, hein, qui est racheté ensuite par la BCE pour venir couvrir les pertes, parce que sinon, c'est une épargne qui est tellement importante pour les Français que si jamais les Français perdent beaucoup d'argent là-dessus, ça pourrait déclencher des conflits sociaux vraiment extrêmement importants dans le pays. On a parlé de deux solutions qui pourraient être utilisées hein, pour pallier à des problématiques de faillite d'assureurs. Si jamais ce n'est pas suffisant, eh bien, je pense que vous pouvez compter hein, sur l'inventivité des princes qui nous gouvernent. Et je pense qu'il y a une autre solution qui pourrait être utilisée, c'est tout simplement taxer de manière exceptionnelle l'épargne des Français. Donc là, il y a par exemple un article qui parle de ça pour une taxe exceptionnelle en 2023. Alors, c'est vrai que c'est des choses qui ont déjà été évoquées de manière très claire par des hommes et des femmes politiques. Je vous donne quelques exemples. Ici, en 2020, il y a un député de la majorité qui proposait de taxer la fortune qu'il appelle improductive, hein, comme l'assurance vie. À la même époque, il y a un autre amendement qui avait été déposé pour prélever 0,5% des contrats d'assurance vie de plus de 30 000 euros, ce qui aurait permis de récupérer 9 milliards. C'est déjà beaucoup plus que la taille du fonds de garantie. Voilà. Ensuite, en 2013, il y avait le FMI qui estimait qu'une taxe de 10% pour les ménages disposant d'une épargne nette positive permettrait de réduire la dette des États européens. Et enfin, dernier exemple, et là il y a vraiment eu une ponction, c'était la même année en 2013 à Chypre, il avait été décidé de ponctionner un certain pourcentage, donc 47% des dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros en échange de l'obtention du plan d'aide européen. Et même en 92, l'Italie avait utilisé également des taxes exceptionnelles de 0,6% sur tous les dépôts bancaires pour se désendetter.
Donc c'est pas du tout quelque chose qui est irréaliste. Ça sera sans doute utilisé si c'est nécessaire, peut-être d'abord sur les gens les plus riches. Ce qu'il faut bien comprendre, surtout si vous voulez éviter de le subir, hein, de subir cette taxe, c'est que ce sera d'autant plus facile à faire pour les gouvernements sur tout ce qui est enveloppe fiscale ou livret réglementé, donc les enveloppes typiquement hein, fiscales comme les assurances-vie, parce qu'il y a une très forte réglementation qui pèse sur ces assurances-vie, et également pour tout ce qui est livret A, livret de développement durable ou PEL par exemple. En conclusion, vous comprenez que personnellement, j'ai un avis assez négatif sur ces contrats d'assurance vie. En fait, quand je prends du recul, j'ai le sentiment que ça ressemble un petit peu à un piège, c'est-à-dire qu'on vous attire avec des avantages fiscaux, mais ensuite, bah, il y a des contreparties qui sont significatives. D'une part, il y a des investissements qui sont faits dans des actifs qui ne sont pas de bonne qualité, notamment des obligations souveraines qui sont des obligations qui ne seront jamais remboursées. Et d'autre part, il y a des systèmes qui sont en place pour vous empêcher, si jamais il y a une crise financière, de retirer votre argent. Donc, donc ça, pour moi, c'est pas cohérent avec une épargne à long terme. Moi, personnellement, je souhaite pouvoir investir hein, dans les titres que je veux et pouvoir faire les arbitrages quand je veux. Le niveau de risque est quand même beaucoup plus élevé, à mon avis, sur les fonds en euros. Sur les fonds en euros, on a quand même une tendance à la baisse qui risque de continuer des rendements et donc des probabilités de tension, voire de faillite d'assureurs qui sont pas négligeables. Pour ce qui est des unités de compte, ils peuvent être aussi contaminés dans ce cas-là, on l'a vu. Éventuellement, ça peut être intéressant à étudier dans le cadre d'une succession parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des avantages fiscaux qui sont très importants. Néanmoins, personnellement, je préfère rester à l'écart, être dans un système où je détiens directement les actifs, où je suis moi-même propriétaire des actifs et où je peux faire mes arbitrages quand je veux. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao.